tous. Bienvenue dans ce Café Potes qui s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du réseau des Potes, les pionniers ordinaires de la transition écologique. Donc, ce réseau est animé par la région et Energy Cities en partenariat avec l'ADEME et l'Agence régionale de biodiversité. Donc, moi, je suis Bertie Massé, chargée de mission à la direction de la transition énergétique de la région. On va faire un petit tour d'écran juste après. En tout cas, le Café Pot aujourd'hui est dédié à la thématique quels leviers environnementaux actionner pour améliorer vos projets de bâtiments et d'aménagement extérieur. Et c'est donc mon collègue de la même direction, Stéphane Predbon, qui est chef de projet éco-conditions ou éco-conditionnalité, qui va nous Comme on veut. parler du coup de cette démarche engagée à la région depuis plusieurs mois déjà. Voilà, qui va assortir sa présentation d'exemples concrets de projets aidés par la région. Donc on est ensemble pour 1 heure. On aura un temps consacré donc à la présentation de Stéphane et un temps consacré aux questions-réponses. Alors, je passe la parole à Béatrice et puis après, je t'incite à passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Donc, je suis Béatrice Carras, je travaille à Energy Cities en tant qu'information, communication et je fais partie de l'équipe d'animation du réseau des POC. Je passe la parole à Aurore. T'as pas ton micro, Aurore. Ouais, c'est ça, j'étais en train de l'activer. Bonjour à tous, donc moi Aurore Brochard, donc je travaille à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs où je suis en charge des questions de transition écologique et puis donc voilà, c'est le premier café pot auquel je participe, la thématique m'intéressait, donc j'étais curieuse de voir à la fois les échanges sur le thème et puis la façon dont ça se déroulait. Voilà. Faut que je fasse la parole, c'est ça? Bon Floris. Bonjour, moi donc Floris, je travaille à l'association La Maison Grand, qui est un tiers-lieu à Étalans, et c'est ma deuxième visio des potes. Et je passe la parole à Eliane. Oui, bonjour, donc je suis Eliane Oyer, je suis chargé de mission contractualisation et transition écologique au PETR Charolais-Brionnais, et je m'occupe notamment du TEA en région Bourgogne-Franche-Comté, donc j'étais curieux de savoir ce qu'elle a dit dans cette vision. Et donc je passe la parole à... TEA. TEA, c'est Territoire en Action. Ok, merci. Aménagement du territoire chez nous. Oui. C'est un programme d'aide au sein de l'aménagement du territoire. Et vous passez la parole à Bertille. Bertie vient de parler. Elle a parlé, elle s'est présentée tout à l'heure. Excusez-moi. À Eric de la DDT. Oui, bonjour, Éric Bonnotte de la DTT de Lyon. Je suis chargé d'appui en aménagement durable et du coup, je regarde les problématiques d'aménagement en globalité dans les aides de l'État. Et je pense qu'on a fait le tour, si je ne me trompe pas. Et non, moi, j'ai pas parlé. Excuse-moi. Vas-y, Christiane. Pas de souci. Donc, je suis Christiane Morer, je travaille à Energy Cities qui co-anime le réseau des potes avec la région et en collaboration avec l'ADEME et l'agence l'ARB, l'agence régionale de biodiversité. Voilà. Et donc, du coup, Stéphane. Comme Bertie l'a si bien dit, Stéphane Predbon, chef de projet éco-conditions ou éco-conditionnalité, et on va voir avec vous ce que c'est l'éco-conditionnalité au sein du conseil régional. Je vais lancer la présentation. Alors, hop, hop. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon.
Alors, l'éco-conditionnalité des aides régionales. C'est pour qui et c'est pourquoi? Donc, cette éco-conditionnalité des aides régionales, elle est due à quoi? Elle est due au changement climatique. Aujourd'hui, face à ce changement climatique, on a deux voies d'action possibles. L'adaptation et l'atténuation face à ces changements. Les impacts principaux pour notre région, ils vont concerner quel domaine? L'eau. On est une région essentiellement karstique qui retient peu l'eau. La chaleur dans les bâtiments et donc la capacité de pouvoir utiliser ces bâtiments. Et une perte de biodiversité. Ça, c'est les principaux impacts. C'est pour qui? Alors, ça concerne qui? Ça concerne les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, qui demandent une aide régionale pour un projet soit bâtimentaire, soit d'aménagement extérieur, soit les deux. Et chez nous, donc ça c'est pour le demandeur, et à l'instruction, au sein du conseil régional, ça impacte qui? Ça impacte les services instructeurs. On va leur demander au jour d'aujourd'hui de s'approprier de nouvelles thématiques, de nouveaux domaines pour lesquels ce n'était pas forcément leur spécialité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour toute aide qui est délivrée par le conseil régional pour un projet bâtimentaire et ou d'aménagement extérieur, il y a une grille de critères techniques qui va définir des directions, des objectifs et des minimums à atteindre. Alors, comment ça va prendre forme, cette grille technique? Alors déjà, elle est constituée de 5 grandes thématiques environnementales. La première, c'est l'eau. Attention, dans l'eau, ici, on va parler uniquement des eaux de pluie. Pourquoi les eaux de pluie? Pour travailler sur l'infiltration à la parcelle. Comment on va essayer de travailler, quel levier on va essayer d'actionner au niveau de la parcelle? C'est la désimperméabilisation. Et notre but in fine, c'est quoi? C'est stopper ou réduire le ruissellement et surtout, donc, alimenter l'aquifère local. L'aquifère, c'est la couche de roche où va être stockée l'eau et c'est là-dedans qu'on va puiser l'eau qu'on boit tous les jours au robinet. Sur la biodiversité, le focus, il a été mis sur quoi? Il a été mis sur la composante végétale. Pourquoi? Parce que le végétal, c'est beaucoup plus simple, c'est le plus simple à implémenter par rapport à l'animal sur un projet. On peut très bien décider de planter telle ou telle espèce, faire revenir telle ou telle espèce animale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc quelle forme ça va prendre? Ça va prendre une augmentation, on va demander à ce qu'il y ait une augmentation des surfaces végétalisées et de pleine terre. Les surfaces de pleine terre, c'est des surfaces où toutes les couches pédologiques et rocheuses sont en continuité. Donc en gros, c'est un terrain où en dessous, on n'a pas de construction, on n'a pas de parking, on n'a pas de choses comme ça. Donc c'est une terre qui va être où on va par exemple faire pouvoir pousser des arbres et où surtout on n'aura pas de surface artificielle en dessous. Pourquoi on demande à augmenter les surfaces végétalisées et de pleine terre? Pour augmenter la capacité des sols à retenir l'eau. Et faciliter donc la colonisation du milieu par la faune, puisque si on met de la flore, la faune va revenir petit à petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre thématique? On a les déchets de chantier. Donc là, on parle bien uniquement des déchets qui sont générés par les chantiers qui font l'objet d'une demande. Donc là, notre grand but, c'est l'organisation et la gestion des déchets générés par le chantier. Aujourd'hui, on le voit souvent, même si c'est des obligations réglementaires, le porteur de projet ne se pose pas forcément la question de tiens, je vais générer des déchets, ça va être quoi mes déchets? Est-ce que c'est vraiment des déchets? Est-ce que je ne peux pas en faire autre chose? Et où est-ce qu'ils vont aller? Donc notre but, c'est de favoriser le recyclage, la réutilisation et le réemploi. Et c'est surtout, comme pour la biodiversité, qui sont des domaines qui aujourd'hui dans les projets sont de plus en plus implémentés, mais qui sont laissés de côté, voilà, ce que le porteur de projet se focalise un peu dessus et se dise j'ai ça à prendre en compte. Sur l'énergie, alors là, on va parler de la performance énergétique du bâtiment. Donc nous, on va rechercher à ce qu'on ait des bâtiments plus sobres et plus performants énergétiquement. Donc pour ce qui est des opérations de rénovation, on demande à ce que les bâtiments atteignent le niveau de basse consommation à minima. Et puis on va aussi essayer d'incorporer une composante carbone pour que le bâtiment devienne un puits de carbone. Ça, on le fait par le biais d'incorporation de matériaux biosourcés, notamment au niveau des isolants.
Et notre objectif, ça serait qu'aujourd'hui, tous les bâtiments, que ce soit en construction ou en rénovation, aillent vers le niveau de performance énergétique passif. Et notre dernière thématique environnementale, c'est la sobriété foncière. Donc pour toute construction sur une zone non artificialisée, on va demander une justification. Pourquoi? Puisqu'on cherche une rationalisation du foncier qui est situé dans l'enveloppe. Privilégiez déjà votre enveloppe urbaine, regardez s'il n'y a pas déjà des espaces où on pourrait créer le projet, et donc de préserver des sols non artificialisés, in fine. Voilà. Et maintenant, on va venir à l'exemple. Donc, on va prendre un exemple sur un projet d'hébergement touristique. Donc, à la base, le porteur de projet, il arrive avec des objectifs, des demandes. Lui, ce qu'il veut, c'est augmenter sa capacité d'accueil, améliorer son confort d'usage, notamment son confort d'été, pour pouvoir attirer des gens, baisser ses frais de fonctionnement et forcément avoir un bénéfice avec les effets qui vont être induits par ce qu'on va lui demander. Alors, on va prendre un exemple où on a 2 bâtiments. On a un bâtiment, une partie basse par exemple, où on a la restauration, où on va avoir une rénovation partielle. On va avoir une partie hébergement, où on va avoir une rénovation globale. Et puis sur les extérieurs, on va avoir par exemple l'aménagement d'un parking et d'un espace vert. Alors ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que sur sa partie rénovée partiellement, on va avoir une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu changes tes fenêtres, il faut que tu prennes des fenêtres qui soient à minima, qui aient un coefficient, une qualité X. En l'occurrence, chez nous, c'est le coefficient de transmissivité des fenêtres, il est de 1,3. Donc c'est la mise en œuvre de garde-fous, d'épaisseur d'isolant minimale, par exemple sur les parois. Sur la rénovation globale, par contre, là, on va avoir une obligation de résultat. Donc on va lui dire d'atteindre, comme je vous l'avais dit auparavant, le niveau de performance énergétique BBC. Et on va aussi lui demander de mettre en place des occultations solaires extérieures. Et puis ensuite, on va essayer d'optimiser son confort d'été par des choix techniques en lui faisant prendre conscience quels sont les éléments passifs qui vont pouvoir l'amener ou hors climatisation ou rafraîchissement à avoir un confort d'usage optimal et donc permettre de s'affranchir de la climatisation. Donc c'est là où on va revenir sur les différents thématiques qu'on a vues avant. Et puis, on va essayer de faire prendre conscience au porteur de projet et de lui indiquer quels sont les leviers à actionner pour qu'il puisse profiter de ces effets induits. Donc voilà, sommairement, ce que sont les éco-conditions. Maintenant, je pense que c'est peut-être plus intéressant voilà, qu'on passe à la phase questionnement, Tu peux peut-être nous interrogation. redire à quel moment ça a été Ouais. mis en œuvre? Ça a été voté par l'Assemblée régionale en février 2024. Donc depuis le 1er mars 2024, c'est en œuvre. Donc tout projet qui aujourd'hui s'inscrit, demande une aide au conseil régional, a une grille technique qu'il doit suivre. Voilà, comme je vous l'ai indiqué auparavant, par exemple, sur la désimperméabilisation, on va demander des mètres carrés, de faire mieux qu'à l'initial. Là, on n'aura pas de seuil. Et voilà, que puis-je dire d'autre? Mais toutes ces évolutions, du coup, c'est quoi? C'est marqué dans un cahier des charges, j'imagine? Alors, quand tu demandes une aide au conseil régional, ça se fait sur le biais d'un règlement d'intervention. Ouais. Et ce règlement d'intervention, tu as toutes les modalités qu'on va te demander de répondre. Et c'est ça qui va définir le critère d'éligibilité de ton aide. Si oui ou non, tu vas avoir une aide et de combien. Donc ça, c'est défini quand le porteur... alors aujourd'hui, les demandes se font via un portail numérique. Ce portail numérique, il a, donc quand tu arrives, tu regardes, tu choisis ton aide, tu fais ta demande, et dans ta demande, tu vas avoir un onglet éco-conditions, où on va te demander est-ce que tu rénoves, est-ce que tu construis, est-ce que tu fais des aménagements extérieurs,
Enfin voilà. Et ensuite, tu as tous ces onglets. Donc sur cet onglet, tu vas avoir des sous-onglets par thématique, avec des menus déroulants qui, chaque fois, vont t'amener, suivant ta réponse, aux éléments que tu vas devoir fournir à l'instruction. Donc, tu parlais des surfaces là, pour la désimperméabilisation, il n'y a pas de seuil, mais est-ce que l'aide est en fonction du pourcentage de mètres carrés par rapport à la surface totale, ou est-ce qu'il y a une enveloppe pour Alors, chaque projet? ouais, le référentiel, il se définit en gros en 2 niveaux. Tu as des niveaux socles, ce que je viens de vous présenter, et je ne suis pas rentré dans le détail, mais après, il y a des niveaux bonus. Par exemple, quand je parlais de rénovation passive, c'est le dernier bonus de la performance énergétique. C'est ce vers quoi on voudrait que les projets tendent, in fine. Mais aujourd'hui, pour permettre à tous les porteurs de projets de pouvoir s'insérer dans cette démarche, eux aussi de pouvoir se fixer des objectifs environnementaux, ça, on les a mis en niveau bonus. En niveau socle, on a choisi des éléments qui permettent à tout projet d'être implémenté dans tout projet, en fait. Et donc, de commencer à pouvoir prendre des bonnes habitudes. Et ensuite, donc ça, c'est la base. Ensuite, il faut regarder vers les objectifs et ça définit une trajectoire en espérant que, voilà, que les porteurs de projets suivent cette trajectoire au fur et à mesure de l'implémentation de ces nouveaux critères et de s'apercevoir de leur utilité. Parce qu'on a on a quand même des effets induits qui peuvent être assez rapides, notamment entre végétalisation et confort d'été. Stéphane, est-ce qu'il y a aussi du conseil de la part de la région, ou est-ce que vous délivrez juste la grille technique et elle se suffit en soi, Ah non, on délivre comme ça, on n'explique rien et on dit bonne chance. Non, non, bien entendu. Bien, il y a moi déjà en premier niveau on va dire d'expertise technique et surtout de vulgarisation et d'échange avec le porteur de projet, lui faire comprendre ce qu'on attend et ce que ça signifie. Et ensuite, on a une autre possibilité d'aide qui se fait via une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui là, elle est beaucoup plus technique. Par exemple, aide au dimensionnement d'ouvrages hydrauliques, aide au réemploi. Voilà. Et là, c'est suivant le projet, donc suivant les objectifs que ce sera fixé le porteur de projet, et si nécessaire, son équipe, on va imaginer un gros projet, on est parti avec une équipe de maîtrise d'œuvre, on veut faire quelque chose, mais l'équipe, par exemple du réemploi, l'équipe de maîtrise d'œuvre ne maîtrise absolument pas ce sujet. Elle a besoin d'un appui. Donc on ne va pas faire à la place de l'équipe, mais on va les guider et on va les aider pour qu'ils puissent mettre en œuvre, en l'occurrence, ce réemploi. Ou alors faire un choix sur les espèces végétales qui veulent planter. Donc voilà, elle prend 2 formes. Soit une assistance technique directe au projet, soit une assistance plus globale. Voilà. Il y a une page région dédiée. Sur la page, vous tapez éco-conditions BFC, vous allez tomber Attends, sur on va une peut-être page. transmettre le lien. Oui. Ouais. Donc il est encore en cours de construction, mais vous pourrez retrouver un petit motion design qui est très sympa et qui explique en 2 minutes 30 quels sont les objectifs et ce qu'on fait au travers des éco-conditions. Vous aurez aussi accès à une série de webinaires qu'on a réalisés fin d'année dernière, donc sur ces éco-conditions, donc en partenariat avec la Scope des Deux Rives. Donc c'était un webinaire, une thématique, avec, on va dire, des éléments scientifiques de base pour qu'un non-sachant puisse comprendre de quoi on parle. Et ça, c'est sur la moitié du webinaire. Et l'autre moitié est dédiée à des projets avec le focus suivant la thématique, voilà, avec l'implémentation de critères tels qu'on a pu les faire dans les éco-conditions sur des projets. Et vous retrouverez aussi, il y a d'autres liens ressources suivant les thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça fait écho à des projets que vous portez les uns ou les autres? Ou à des problématiques que vous rencontrez? Elian? Oui, ça fait partie on va dire, de mon quotidien de suivre des projets et
de pousser le plus possible les porteurs à respecter ces éco-conditions. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait de leur faire comprendre, surtout au début, l'importance de chacune de ces conditions. C'est-à-dire qu'en fait, il y Léa, a je crois pas qu'il faut mal que tu coupes ton qui, micro parce qu'on n'entend derrière en fait. Pardon. il y a pas mal de porteurs de projets qui se disent oui, bon, bah, on va pouvoir respecter tous les critères, et puis au final, il suffit qu'il y ait une étude sur la biodiversité, un inventaire de l'existant qui ne soit pas réalisé pour qu'on perde du temps et que les projets ralentissent, et donc au final, ça repousse le moment où l'APD, l'avant-projet définitif, sera conforme, et bon, c'est ça, comment dire? Il y a une opinion parmi les élus, un peu naissante à ce sujet-là, qui, globalement se résume à, la région nous met beaucoup de bâtons dans les roues pour obtenir cette subvention, et il y a personne qui se lance au final. Donc c'est vrai que c'est à la fois, compréhensible, au regard des enjeux, voilà, de désartificialisation des sols, de, gestion des déchets, on va dire tout ce qui est en rapport avec transition écologique et développement durable. Donc que ces enjeux soient stricts et assez fermes sur, on va dire le respect, des éco-conditions. Mais en même temps, ça bloque beaucoup de projets. Il y en a qui s'en sortent bien, on va dire, mais ça prend beaucoup de temps, et pour la plupart, ceux qui connaissent pas trop, bon, c'est vrai que c'est limitant. Alors, je mettrais juste un petit bémol, c'est que je pense que tu parles à nous de territoire en action, Oui. qui, lui, voilà, c'est un des règlements où eux, en fait, ils vont directement sur tous les niveaux bonus au max. Mhm. Voilà. Il faut se rendre compte que l'éco-conditionnalité, enfin, transversalement, au sein de la collectivité régionale, l'obligation, elle est sur le socle. D'accord. Et ce socle, il est implémentable, honnêtement, à pratiquement n'importe quelle phase. Bon, sauf si le DCE est paru, évidemment, mais si les consultations sont faites. Mais il a été créé de telle manière qu'on puisse l'adapter. Après, là où je te rejoins, et c'est récurrent, c'est qu'il y a un manque d'anticipation de la part des porteurs de projets. Et notamment, il y a un gros manque de programmation de l'opération. Mhm. Notre opération, elle va servir à quoi? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Voilà, quels sont nos objectifs? Souvent, la réflexion n'est pas assez poussée, on se lance dedans et c'est après qu'on s'aperçoit, ah bah mince, il y avait ça, ah bah mince, il y avait ci. Oui. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a un travail aussi de notre part à faire pour aller chercher en amont les projets, diffuser en amont les exigences. Après, ce qui nous aide aujourd'hui, en tout cas sur l'application des SOC, c'est qu'on est quand même face à un constat et que bah, face à il y a un principe de réalité, quoi. Quand Mhm. tu as une école que tu peux plus utiliser à partir du mois de mai parce qu'elle est trop chaude, euh, voilà. Si en ce moment j'ai le cas avec par exemple les CFA, donc là on n'est pas sur la petite enfance, mais faire des salles de cours où il va faire 30 degrés, tu demandes à n'importe quel médecin, il te dira que ta capacité d'apprentissage et de Mhm. retenir ce qu'on te dit, elle est égale à zéro. Donc, moi, ce que je dis au directeur, c'est à un moment donné, est-ce que vous voulez qu'ils apprennent ou est-ce que vous voulez juste faire des cours? Parce que si vous voulez juste faire des cours, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez qu'ils apprennent et qu'ils retiennent, bah, il faut qu'il y ait un confort d'usage minimal. Et ce confort d'usage, bah, voilà comment vous pouvez l'obtenir. Je pense que c'est important aussi d'avoir ce. Ouais. Aujourd'hui, on a ce principe de réalité aussi qui doit s'appliquer. Mhm. Et je pense qu'au niveau de l'éco-condition de la rénovation énergétique ou de l'ambiance climatique, comme ils disent, Mm. c'est justifiable. C'est justifiable aussi aux yeux des porteurs de projets ou des élus. Mais dès que ça touche à des éco-conditions comme la biodiversité, ou il me semble qu'il y en a une sur les mobilités douces aussi. Oui, ils ont rajouté les mobilités douces cette année, oui. Donc pour celle-ci, bon,
ils ont tendance à être un peu moins tolérants, on va dire, vis-à-vis de l'application de Ouais, cette ouais, éco-condition. je comprends bien, mais là, je pense que le problème, pour moi, il est dû à ce que tu disais, c'est qu'ils n'ont pas l'info bien en amont. Mhm. Je pense que si l'info était bien arrivée en amont, ben, peut-être que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, on aurait un écologue, tu vois, Mhm. dès le début du projet. Et du coup, ça freinerait rien du tout. Mais je pense que là aussi, tu sais, il y a 40 ans, il y avait pas de thermicien dans les projets de bâtiments. Au Oui. pire, il y avait un ingé structure. Voilà. Donc déjà, ça a été une révolution. On dira, bah, on a besoin de d'autres bureaux d'études, d'autres thématiques, d'autres domaines. Et ben, demain, il va falloir se dire, j'ai peut-être besoin d'un hydrologue, j'ai peut-être besoin d'un écologue. Mhm. Mais en effet, c'est comme tout changement, ça prend un certain temps à s'implémenter. Oui, Béa? Oui, tu parlais de cours d'école tout à l'heure et Mhm. justement, 5 ans après l'ouverture d'un périscolaire pas loin de chez moi, il se pose la question de mettre des arbres et de désimperméabiliser parce que ça n'a pas été pensé il y a 5 ans, malgré les parents d'élèves, malgré voilà l'expression des parents d'élèves. Et donc, c'est quelque chose, c'est ouvert donc au public, collectivité locale. Est-ce que c'est aussi, c'est par là, c'est l'entrée éco-conditionnalité ou c'est une entrée, plus globale, pour, sur la page de la région, par exemple? Pour lancer un projet ou pour, Alors non, tu vas avoir un domaine sectoriel. Mmh. Est-ce que tu vas cibler TEVA, par exemple, territoire en action, donc l'aménagement du territoire. Est-ce que ça va être les sports? Tu peux, un gymnase, vestiaire, Mmh. voilà. Est-ce que ça va être les sports? Est-ce que tu vises plutôt la performance énergétique, Ephilogie, par exemple? Donc non, l'entrée, elle va se faire par la direction ce que tu vas solliciter. Euh, le patrimoine, par exemple, ou le tourisme. Mmh. Ton entrée, ça va être le tourisme ou le patrimoine. Et après, on va te dire, ben oui, il y a ces composantes-là aussi qui rentrent en compte. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? D'autres projets Aurore, Eric? dans les placards? Non, bah, pour ma part, je rejoins, ouais, ce que vient de dire, Élian. Bah, c'est vrai que voilà, c'est pas toujours très bien perçu, par les communes, hein, clairement. On voit que ça peut poser des difficultés. Bon après voilà, c'est des valeurs, on va dire qu'on défend par ailleurs dans le cadre de notre plan climat, donc donc on les porte et puis, on vous aide à les convaincre s'ils ne le sont pas déjà et puis surtout, enfin voilà, on les accompagne aussi nous, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on a la possibilité de les accompagner avec, une AMO, qu'on a au niveau de la communauté de communes. Donc voilà, et puis on voit que ça prend voilà, ça prend forme quand même, enfin, notamment dans le cadre du contrat justement territoire en action là qu'on a avec la région. On a des beaux projets qui sont en train de se réaliser et donc je pense que voilà, même si c'est perçu par certains comme un frein ou si c'est pas toujours bien vécu, je pense que sur le fond, ils adhèrent quand même. C'est plus que voilà, ça fait que ça prend un peu plus de temps dans le montage des projets, éventuellement ça coûte un peu plus cher, mais ils sont quand même hyper satisfaits des résultats, qu'il y a derrière quoi. Donc faut continuer à apporter ces conditions-là, voilà. C'est pas facile. Toujours parce qu'on a certains qui ont peut-être des réactions un peu à vif, mais encore une fois, au final, ils en sont satisfaits et ils le portent bien et ils voient que leur population apprécie, donc c'est ça qui est important, quoi. Je pense que là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'en effet, même les réticents, si tu les interroges X années après Bien sûr. la réalisation, ils vont jamais te dire ah bah ouais, finalement, c'est pas mal. Ah bah je C'est ça. dépense moins d'argent l'hiver et puis j'ai plus frais l'été. Et puis Mmh j'ai mh. plus de gens qui viennent. Et puis, mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mmh mh. De toute façon, c'est par l'exemple, parce que souvent, tu sais, c'est dogmatique aussi le frein.
Comme il y Oui, a... c'est ça. Bah, c'est toujours le problème. Comme tu dis, c'est le problème, c'est que souvent, enfin voilà, on apprend les projets quand ils sont déjà en cours d'études, et donc c'est pour ça que ça devient enfin voilà, que c'est pas bien perçu parce qu'ils se disent: «Oh mince, encore ça de plus à rajouter dans la balance». Mais au final, encore une fois, enfin l'adhésion, elle est là, quoi. Oui, puis on a un constat de base, quoi. On a des problèmes qu'il faut résoudre. Enfin, si on veut Tout à pouvoir fait. continuer à utiliser nos bâtiments. Donc, Mmh mh. après, ça va être aussi une partie de ma mission, c'est justement d'aller aux rencontres des différentes collectivités pour qu'ils aient bien connaissance de ça au plus tôt. Floris, à la Maison Grand, Ouais, vous... justement, j'allais réagir parce qu'en fait, du coup, moi, je me positionne comme porteur de projet. Enfin, on est une Mhm. association, on a un bâtiment bon, pour l'instant qui est acheté par le PF, mais on a un bail amphithéotique qui nous permet de faire des travaux dedans. Euh, et là, du coup, premier niveau a été rénové, mais plutôt d'usage et pas encore du tout au niveau de la rénovation, au niveau de l'isolation. Et là, c'est vraiment le deuxième truc qu'on doit faire. On a déjà été accompagné par Ephilogie pour les études. Et en fait, en gros, soit on demande à être accompagné par Ephilogie, mais ça veut dire qu'on doit forcément faire appel à des professionnels. Et la Mhm. BBC, du coup, c'est très contraignant. Alors que dans tous les cas, nous, on veut faire de la rénovation écologique, on veut atteindre un niveau optimal, en tout cas en termes d'isolation. Mais sauf qu'en fait, le faire par des professionnels, ça coûte beaucoup trop cher. Et là, on est vraiment en train de savoir, est-ce qu'on passe par Ephilogie avec les contraintes que ça demande de, de, de Le coût. niveau d'isolation, quoi. Ou bien on le fait autrement, ça nous coûtera moins cher. Et le autrement, c'est plutôt passer par un chantier école avec des matériaux biosourcés et se dire, Alors, on se sert d'un filon qui n'est pas trop utilisé pour essayer de ramener aussi un peu d'exemplarité, enfin un lieu test en fait pour isoler notre bâtiment, quoi. Donc alors je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais si, si. Si, si. Euh, alors, ce qui serait bien, c'est de profiter de la phase d'étude pour justement définir ce que vous voulez faire bien comme il faut. Et après, si vous pouvez le réaliser vous-même, tant mieux. Par contre, je te conseillerais une chose, ne transige surtout pas sur les niveaux d'isolation. Alors là, ça serait une erreur monumentale. on n'a pas Faites-le du tout envie vous-même. on veut absolument être bien isolé, enfin, et pour le chaud Voilà. et pour le froid. Enfin, ça, Donc, c'est clair. voilà. Donc, tu vas même aller au-delà de ce que va te demander Ephilogie. Parce que Ephilogie, c'est la basse consommation. Ce que je disais tout à l'heure, toi, il faudrait que tu tendes vers le passif, donc des niveaux d'isolation plus importants. Après, si vous le faites vous-même, c'est pas l'isolant lui-même qui va vous coûter cher, c'est la main-d'œuvre. Donc, si vous le faites vous-même, vous pouvez y arriver. Vous pouvez mettre des grosses épaisseurs d'isolant. Et parce que si vous faites à moins que la basse consommation, déjà au jour d'aujourd'hui, moins que la basse consommation, non, enfin, pas de confort. Et demain, encore moins. Donc, transige pas sur les niveaux d'isolation. Après, vous pouvez le faire vous-même, hein, mais sur les épaisseurs, enfin les résistances thermiques, et donc in fine les épaisseurs, transigez surtout pas. Et donc servez-vous des phylogées études pour définir un bon programme, puisque voilà, la phase étude, elle est là pour ça, avec les matériaux que vous voulez, vous, tu vois, que tu augures. Et puis vous allez pouvoir vous faire plaisir, tu vois. Enfin, je sais pas comment est votre bâtiment, mais on peut imaginer faire des murs de terre crue. Tu peux faire une isolation paille à l'extérieur. Enfin, il y a plein de choses super qui sont super à faire et où tu auras un niveau de performance énergétique in fine qui sera bien meilleur que le BBC, hein. Donc c'est pas parce que tu fais toi que ça va être moins bien. Enfin, et qu'il faut Ouais. surtout pas que tes résistances thermiques elles soient moindres que dans les scénarios que tu vas faire avec Ephilogie. Ça Ce serait qui est vraiment dommage, une c'est qu'on grosse puisse erreur. pas être accompagné sur des choses autres que fait par des Hmm. pros et de faire avec des matériaux locaux, naturels. Ça vaudrait le coup aussi d'être accompagné sur ce Alors, genre de choses. bah, tu peux peut-être être accompagné. Alors, tu pourras au moins avoir des renseignements par le biais de Frédéric Moub au Pôle Énergie. Il s'occupe de tout ce qui est biosourcé. Il est très sympa et il pourra peut-être t'orienter. Voilà. Pour l'énergie de la région, du coup? Ouais, c'est une régie. Mais tu tapes Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté
Et il y aura le Frédéric, comment tu numéro as dit? MOOB, M-O-U. MOUBE. De toute façon, tu Ok. verras sur le site, il est référencé, il y a son adresse mail, son numéro de téléphone. Voilà, tu lui expliques ta problématique et puis lui, il saura sûrement te renvoyer vers les gens qu'il faut. Après, il y a le cluster Robas, cluster Paille en Bourgogne aussi, avec lesquels tu peux prendre contact. Parce que si tu veux si tu veux partir sur on va dire sur un projet idéal d'un point de vue environnemental et local, bah ça va être terre crue, paille, voilà, ça va être ces éléments-là. Dans ton plancher bas, il faudra peut-être que tu trouves un truc issu de la pétrochimie ou autre, mais sinon sur tout le reste, tu peux faire des trucs top. Par contre, aie conscience que comme tu vas être sur du biosourcé, tes épaisseurs, elles seront grosses. Mais il faut pas que ça te fasse peur. C'est sympa les murs de château fort. Bah, l'épaisseur, le seul problème, c'est le débord de toit, quoi. Ouais, après, il faut voir, ouais. En effet. Si t'as pas beaucoup de débords, ça devient un peu plus problématique, mais ça peut se gérer aussi, hein. T'es dans quel coin, tu as dit, Floris? À côté de? Entre Val d'Aran et Besançon, on est à Étalans, les portes du Ah, Haut. mais oui, là, bah oui, parce qu'en plus, j'ai pensé à la crème quand t'as dit étalon. Comme c'est la période des fraises en ce moment, la crème à la fraise d'étalon, c'est fantastique. Ben oui. Non, on avait toutes des références, hein. Moi, c'était la bière des talents, mais Ah, moi, c'est la crème. La crème crue. Vous êtes parti avec un bureau d'archi avec quelqu'un? Ou pas du tout? Il y a eu une étude qu'on appelle l'étude Monaco, enfin le projet Monaco, parce que c'était un truc à 1 million. Ouais, les archis ont bossé sur un truc, mais on a abandonné le projet parce qu'ils étaient beaucoup trop ambitieux C'était qui? financièrement. Je sais plus parce que j'étais pas encore salariée du projet. Je pourrais te retrouver le nom, mais je peux chercher là, mais Non, mais c'était au cas où, sinon, parce qu'au pire, de toute façon, tu peux reprendre contact avec nous. Il y a peut-être un ou deux contacts de bureau d'archi qui pourraient t'aider. du coup, là, j'ai déjà rendez-vous avec la maison de l'habitat pour voir comment on pouvait justement essayer d'être conseillé autrement, peut-être sur le nouveau scénario qu'on a depuis quelques mois, de faire justement en matériaux naturels. Je voulais Voilà. ajouter quelque chose. Mhm. Si vous faites vous-même, faites attention pour le traitement de tous les ponts thermiques, tout ce qui va être encadrement de fenêtres et ainsi de suite, qui ne sont pas forcément faciles à gérer. En fait, quand on dit nous-mêmes, dans tous les cas, si on fait un chantier école, il faut qu'on soit accompagné par un professionnel. Ça, oui, Euh, c'est le minimum. donc, du coup, je pense que ce genre de choses, on sera accompagné. Mais oui, en effet, oui, Ben, on a bien en tête les ponts thermiques. Ouais. en fait, Merci. on revient à ce qu'on disait au départ avec Aurore et Elian, un programme, une vision claire de ce que vous voulez faire. Il ne faut pas vous lancer avant, hein. Il faut mieux prendre 1, 2, 3 ans à réfléchir au projet que de se lancer trop rapidement. Donc prenez bien le temps de la réflexion, d'établir des scénarios, de penser à tous ces petits détails, là, comme vient de le dire Eric, parce qu'il y en a encore d'autres. Et après, lancez-vous. Mais mettez pas la charrue avant les bœufs parce que ça va être du gâchis de temps. Et puis vous serez dégoûté à la fin. j'ai une info à passer qui peut peut-être aider. Julie Bassan de la Damascine à côté de Montbéliard pouvait pas participer à ce café pote, mais elle voulait parler des visites qu'elle organise à la Damascine. C'est la Maison de la Nature et des Vergers à Vendoncourt. Et donc, ils ont un bâtiment BBC engagé dans la démarche HQE, confortable, sobre et performant, construit en ossature bois et isolation paille. Et quand elle fait les visites, elle aborde les questions de système de chauffage, ventilation, inertie thermique, eau chaude solaire, gestion des eaux fluviales et choix des matériaux, intégration du bâtiment dans son environnement. Donc, ça peut être une idée de visite, voilà, si vous avez des projets de rénovation-construction bâtimentaire. Je note. Merci. Dans Lyon, il y a la COSEBI, la coopérative céréalière, qui a fait un projet comme ça. Ils ont fait leur siège entièrement isolé en paille. Et ils ont un bâtiment super performant. Mais sur la paille, ouais, peut-être note bien le cluster Robins.
Mais je pense que Frédéric t'en parlera sûrement. J'ai partagé quelques liens dans le chat. Hmm. Le cluster Robins et puis le pôle énergie. Voilà. On Je vous pense que- renverra de toute façon l'ensemble Mm. des ressources qu'on a évoquées là tout au long du café pote par mail à l'issue du café. On pourra vous renvoyer aussi le replay. Et donc là, sur ce projet de Floris, du coup, si c'est une mise en œuvre par un chantier école, il n'y a pas d'aide possible par la région, c'est juste? Ouais, moi j'ai pas en tête. On a essayé il y a quelques années de faire ça, mais c'était très très problématique et du coup on était obligé d'arrêter. Non, à ma connaissance, non. Malheureusement, non. Non, on va essayer d'aller. En fait, je vois que Aurore a les portes du Haut-Doubs. On va essayer d'aller peut-être en parler au PTCE local pour voir si ça peut justement intéresser des producteurs ou des. Enfin, vu que ça n'existe pas trop, essayer de voir si on peut rassembler autour d'un projet un peu expérimental, mais sans grande certitude que ça prenne, quoi. Mais on sait bien qu'en tout cas, les financements publics classiques, ça passe pas. On a déjà cherché. Honnêtement, alors, là où, enfin, et c'est là l'avantage, et c'est là où vous avez eu raison d'en profiter, c'est de solliciter sur les études, sur les prestations intellectuelles. Là-dessus, on peut vous suivre. Et honnêtement, une fois que si tu as une bonne aide là-dessus, c'est ça qui va vous coûter le plus cher si tu passes en chantier école, puisqu'on va partir donc sur des matériaux au plus près, si je comprends bien. Donc la paille, c'est pas ça qui va te coûter cher, hein, d'autant plus si tu te fournis localement et que tu as des contacts, enfin voilà, que tu arrives à nouer contact avec un producteur. Quoique sur le haut, je sais pas s'ils font de la céréale, mais il faudra peut-être descendre un peu plus vers la Haute-Saône. Ouais, voilà, un peu plus vers la Haute-Saône. Mais on a une région, on a de la chance, on a pas mal d'acteurs. Après, faut regarder. Mais c'est pas, ça va pas te coûter cher. C'est la main-d'œuvre qui te coûte cher. Et ça, si tu arrives à avoir des gens gratos, euh, parce que voilà, si tu veux faire de la terre crue, des choses comme ça, va falloir tamiser, va falloir. Si tu veux faire de l'ossature bois, ben, ça va demander aussi de la main-d'œuvre. Bref, je pense que les coûts du projet, tu peux les réduire. C'est sur les prestations qu'il ne faut pas réduire. Les prestations intellectuelles pour vraiment que tu aies quelque chose, que tu aies des gens justement qui soient compétents et qui puissent voilà, vous fournir une bonne feuille de route. Et après, vous n'avez plus qu'à suivre la feuille de route. Et tu arriveras à trouver des gens qui viendront t'aider, enfin, des professionnels, des formateurs qui viendront t'aider à poser de la paille, à faire des murs de terre crue. Ça, il y en a plein. Généralement, c'est des gens motivés. Donc, si tu les sollicites, je pense que Mais il c'est me semble faisable. que j'ai plus en tête parce qu'encore une fois, j'étais pas dans le projet dès le départ. Et là, j'ai pas révisé avant la visio, mais il me semble qu'on a déjà été accompagné par la région pour justement financer certaines études, notamment thermiques. Du coup, je pense qu'on peut pas repostuler à se faire accompagner une nouvelle fois. Ça dépend. Ça dépend. À la rigueur, tu sais, tu peux m'envoyer, si tu as les docs, tu me les envoies et puis moi, je te ferai un retour sur mon temps à moi. Ok, cool, merci. Je te dirai, c'est possible, pas possible, le scénario, c'est ce qu'il vous faut, enfin, ce que je pressens pour vous ou pas du tout. Ok, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? A priori, non. Écoutez, je vous propose qu'on clôture ce café pote. En tout cas, vous avez identifié Monsieur Éco-Conditions à la région, donc n'hésitez pas à le contacter si besoin. Donc, comme je vous l'ai dit, on vous transmettra les différentes ressources évoquées, le replay. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Et puis, on se retrouve pour le prochain café pote, Béa, en juin. C'est le 12 juin, donc c'est un jeudi, toujours de 13 à 14 heures. Et on parlera d'un projet d'habitat partagé en Haute-Saône. Qui est porté par une pote, enfin par des potes. Oui, Voilà. qui est porté par un collectif dont deux potes. Voilà. Qui nous parlera du projet, de leurs envies et de leurs besoins de connaissances aussi. Enfin, voilà.
Et puis le prochain qui aura lieu le 3 juillet, aussi un jeudi de 13 à 14 heures. Et là, qui sera plus orienté sur le partage de projets entre potes, enfin du partage d'initiatives sur l'interconnaissance entre les potes. Et ça vous donne aussi une idée de quels peuvent être les contenus de ces cafés. En fait, c'est très variable et c'est un peu à la carte aussi. Voilà, là où vous aviez un exemple d'une aide d'une de la région, enfin de ce que peut apporter la région, mais ça peut être aussi à la demande des potes. Là, c'était le cas pour l'habitat partagé. Donc, c'est les potes qui nous disent, ben voilà, nous, on est en train de monter un habitat partagé, on aimerait en présenter le projet, peut-être avoir aussi du retour de d'autres projets de ce type en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis le dernier, ben voilà, là on est tous plutôt sur l'interconnaissance et puis comment se connaître un peu mieux pour éventuellement faire émerger des projets communs ou simplement voilà, connaître d'autres projets qui peuvent être inspirants pour les potes. Mais comme tu parles d'habitat partagé, je pense qu'on va retrouver l'éco-conditionnalité, même sans ce nom-là, dans ce projet-là. Je pense Elle qu'on va n'était pas avoir disponible les mêmes aujourd'hui. Elle axes. n'était pas disponible, mais elle Ah, était intéressée, ouais. Je pense qu'elle va écouter elle va regarder le replay. parce que je pense que c'est les mêmes axes et les mêmes domaines environnementaux qu'ils auront dans leur projet. Certainement, ouais. Eh bien, en tout cas, merci Stéphane pour ton intervention et Mais merci à merci vous. à tous pour votre participation. Donc, bonne fin de Merci beaucoup. journée et à très bientôt. À Au revoir. bientôt. Bonne Au journée. Au revoir. revoir. Merci, Merci, au revoir. bonne Au journée. revoir.